se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Du coup, suite à différents sondages sur Instagram, tout ça, j'ai décidé d'essayer de vous parler en 10-15 minutes, on croise les doigts, de plus d'un roman. Voilà, donc gros challenge pour moi. Déjà, vous le voyez, on a changé de décor, ça y est, je commence à mettre en place ma bibliothèque et je filme debout, donc c'est possible que j'ai un petit peu la bougeotte, tout ça, ce sont un petit peu des tests, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le cadre est bien, si l'image est bien, si le son est bien, et surtout bien sûr ce que vous pensez des livres que je vous présente. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Elia la passeuse d'âme, le tome 3 saison froide. Alors je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 au cours des dernières années, ça commence à remonter. J'avais bien aimé dans le tome 1 toute la partie sur la prophétie, en fait la façon dont Elia abordait la prophétie. Dans le tome 2, ça avait été presque un coup de cœur, mais j'avais trouvé que le personnage d'Elia était trop peu mature par rapport à son âge réel. Dans ce tome 3, le premier reproche, que peut-être le seul d'ailleurs que je peux faire, c'est que je trouve qu'Elia est toujours assez peu mature pour son âge. Alors certes, elle doit faire face à la solitude et à la détresse du deuil, mais en attendant, il y a quand même quelques points qui sont... quelques facilités qui sont prises, quelques clichés qui m'ont un petit peu sauté aux yeux et que j'ai moyennement apprécié. Par contre, à la toute fin, ça y est, elle prend sa place et ça c'était chouette. En revanche, en termes de personnages, je vais pas tous les refaire, hein, mais j'ai beaucoup aimé Tim et Arya, alors que d'après ce que j'ai revu dans mon autre présentation, c'était ceux que j'avais le moins aimé. Là, on a Arya qui est beaucoup plus rebelle, beaucoup plus intéressante. Elle fait une superbe révoltée par rapport à Elia, si on les met côte à côte. C'est un roman qui est vraiment plein d'action, ça c'est ce que j'ai bien aimé. Il n'y a pas eu de trop longue mise en place et j'ai l'impression qu'il s'est passé énormément de choses, alors que bon, il n'est pas si grand que ça ce roman. Il y a toujours cette alternance entre les différents personnages qui donne beaucoup de rythme, qui nous fait craindre aussi pour les autres, puisqu'on a des informations qu'ils n'ont pas, on a des informations sur des traîtres au sein de la rébellion, on voit les choses s'effondrer. J'ai eu beaucoup d'espoir sur la fin. Finalement, 100 pages avant la fin, on a l'impression que tout va être super facile, que ça va marcher. J'aurais presque été un petit peu déçue, mais non, pas du tout. Il y a encore des retournements de situation et une fin absolument explosive et surtout très émouvante. J'ai beaucoup pleuré. Et pas que à la toute fin, voilà, j'ai beaucoup pleuré avec ce roman, donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Dans ce roman, il y a une réflexion proposée sur la responsabilité que l'on a quand on reçoit des ordres et qu'on les exécute sans réfléchir. Il y a aussi... encore une fois, la réflexion sur le destin et la liberté par rapport à ce destin. Donc ça c'est abordé, je vais pas dire que c'est un thème, mais c'est abordé en fil rouge tout au long du roman et c'est assez sympa. On a aussi beaucoup de sentiments qui sont exprimés, qui ont touché mon petit cœur de très bon public. Alors je pense que ça peut faire lever les yeux au ciel dans certains cas. C'est une lecture qui reste très teenagers, très young adulte, mais moi j'ai beaucoup aimé et ça m'a touchée. Ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2, mais j'étais super contente de retrouver les personnages, de retrouver cet univers qui est, comme je vous le disais dans le premier tome, pas forcément archi original, mais super sympa tout de même, bien amené, bien expliqué. J'ai adoré voir les personnages se chercher. Alors les malentendus, autant je reproche à Elia de s'enfermer dedans et de pas chercher à se débattre un petit peu, autant je trouve que voilà, ils sont bien amenés et moi ça m'a posé aucun problème. Donc voilà, une lecture plein d'action, plein d'émotions, avec de très jolis passages que j'ai relevés, que j'ai notés parce que j'ai trouvé ça beau et très bien écrit. Alors certes un petit peu young adulte, mais c'est une très bonne trilogie dystopique. Je pense que ça permet vraiment d'aborder les sujets comme le totalitarisme, l'eugénisme, et j'oublie le sujet des génocides quand même un petit peu, hein. Donc voilà, c'est fini, ça y est, ça fait partie de mes sagas terminées, je suis très contente et je pense que je vais les garder. Le second ouvrage que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un graphique, Francis de Loputin, donc qui est juste absolument sublime. C'était pas un achat prémédité, il n'était pas sur ma wishlist, rien du tout, je suis juste passée en librairie, je l'ai vu, j'ai fait waouh, ok. Il est absolument sublime, un petit peu effet papier craft, les illustrations, j'essaierai de vous les montrer en close-up au montage, les illustrations sont magnifiques. Par contre, gros point noir, la traduction en fait. Je suis super déçue par la traduction. Alors il n'y a pas beaucoup de dialogue, il n'y a pas beaucoup de choses décrites, hein, donc bon ça va assez vite, mais franchement sur un ouvrage qui fait peut-être, je sais pas, 100 pages, 150 pages, même pas,
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de fautes de traduction, notamment de syntaxe dans les dialogues. Bah du coup c'est une BD donc dans les dialogues. Et c'est super dommage, franchement c'est super dommage quand on a un ouvrage aussi beau de pas faire attention à ce genre de choses. Moi ça m'a... Donc voilà, de mon point de vue, difficile de le conseiller du coup parce que en soi c'est beau, hein, c'est presque un artbook j'ai envie de dire. Je pense que je suivrai quand même un petit peu ce que fait cette dessinatrice qui est italienne je crois. Mais voilà, déception par rapport à la traduction et donc c'est chez Choc d'Homme comme maison d'édition. Donc voilà. Et enfin, dernière lecture à vous présenter dans cette présentation, il s'agit d'une autre fin de trilogie. Donc encore une fois, si vous n'avez pas lu le tome 1, le tome 2, ben arrêtez-vous là. Il s'agit du tome 3 de La Faucheuse le Glas de Neil Chesterman chez Robert Laffont. Une grosse brique hein, quand même, que j'ai mis un peu de temps à sortir de ma pile à lire, mais je suis super contente de l'avoir lu. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Dans le tome 2, j'avais été un petit peu chiffonnée parce que on commençait à avoir les pensées du Thunderhead, le Thunderhead du coup qui est une intelligence artificielle ultra puissante qui maîtrise toute la Terre. Et en fait, j'ai du mal à concevoir qu'une intelligence artificielle puisse penser. Je suis assez attachée à cette différence homme-machine qui sont normalement les émotions. Donc voilà, la pensée et surtout la pensée émotive du Thunderhead, moi c'est quelque chose qui me déstabilise un petit peu et c'est quelque chose qu'on retrouve ici aussi. Alors c'est cependant ce qui permet de faire du Thunderhead une entité bonne par rapport à tous les méchantes intelligences artificielles qu'on peut retrouver dans la littérature SF. Dans ce tome 3, Godard arrive à ses fins. Voilà, ça y est, il arrive à rassembler les faucheurs autour de lui, à créer son nouvel ordre et à l'étendre partout sur la Terre. Donc on va suivre des personnages, dont un nouveau personnage qui s'appelle Jericho. J'ai adoré le personnage de Jericho, c'est un personnage qui n'est ni homme ni femme, mais en même temps il est les deux, ça dépend de si le ciel est couvert ou pas je crois. Donc voilà, passons, ce personnage est absolument génial, original, plein de loyauté, très touchant mais aussi très mystérieux, donc voilà, top personnage. Sinon on retrouve les personnages qu'on avait laissés, on va retrouver notamment Faraday et Mounira, pardon, qui cherchent une solution au mal que représente Godard et qui pensent en trouver une dans... parmi les anciens, les tout premiers faucheurs, les fondateurs. Ils pensent qu'ils ont laissé une solution au cas où les faucheurs ne feraient pas leur job correctement. Et ensuite on a d'autres personnages, notamment le Glas, qui est le seul être humain encore en lien avec le Thunderhead et qui cherche lui aussi une solution grâce aux indications que lui donne le Thunderhead. Il y a donc une enquête, pas mal d'actions là aussi, enfin en même temps faut voir, c'est une assez grosse bricasse mais on ne s'ennuie pas, voilà. Il y a des rebondissements, c'est super sympa parce que comme vous le savez le Thunderhead ne peut pas donner d'informations quand il parle en lien avec les faucheurs et donc du coup les faucheurs quand ils vont chercher dans les données ne peuvent pas demander de l'aide du Thunderhead et le Glas lui n'a pas toutes les infos, le Thunderhead ne peut pas le prévenir quand il y a des actions liées aux faucheurs. C'était déjà le cas avant mais du coup j'ai beaucoup aimé encore une fois cette facette là puisque ça empêche les facilités par rapport à la narration, par rapport aux solutions qui sont apportées. L'intrigue est très bien agencée, très fluide, la plume aussi toujours autant. Comme je vous le disais, là il y a une alternance des chapitres donc, entre les différents personnages et intercalés avec des recherches plutôt que des pensées du Thunderhead cette fois et des petites publications de différents faucheurs, donc ça mêle un petit peu ce qui se passait dans le 1 et dans le 2 d'ailleurs. Vraiment je l'ai lu super vite, je m'y attendais pas mais je l'ai lu vraiment très vite parce que je voulais la solution. Il y a tout qui converge vers une seule solution et c'est ça qui est super, c'est qu'en fait on a plusieurs groupes de personnages, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler mais voilà on a plusieurs groupes qui sont indépendants, qui ne savent pas ce qui se passe pour les uns, ce qui se passe pour les autres, quelles informations ont les uns, quelles informations ont les autres, quel sera leur prochain mouvement, mais ils convergent tous grâce à cette entité qu'est le Thunderhead vers une unique solution, la solution que j'ai trouvé assez originale, alors qui moi me plaît moyen mais c'est tout à fait personnel. Je trouve qu'elle a tout à fait ses raisons d'être et bon elle est assez intéressante. Alors j'ai pas été autant émue à la fin de ce tome là que je l'étais à la fin du tome 2. Pour le coup je trouve, alors sans dire que la fin est facile parce que c'est pas le cas,
Elle correspond un peu moins aux fins que je préfère, mais elle reste tout à fait sympathique. Et encore une fois, c'est une trilogie que je peux ranger dans la pile saga terminée. Globalement, j'en suis super contente. Par contre, voilà, la conclusion époustouflante de la trilogie de la Faucheuse en cours d'adaptation au cinéma par les studios Universal, franchement, ça fait depuis la sortie du tome 1 que j'entends parler de cette adaptation au cinéma. Ça réapparaît sur cette couverture, donc je ne sais pas où ils en sont. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que j'ai réussi mon challenge. Je vois que j'ai tourné pendant 17 minutes, mais j'ai fait plein de pauses. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format repris. Voilà, je vous attends dans les commentaires aussi pour me dire bien sûr ce que vous avez pensé de cette présentation, des livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez lus ou pas? Si oui, quel a été votre avis là-dessus? Est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? N'hésitez pas, j'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires comme d'habitude. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.